Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré aux enjeux et impacts de la prévention des risques sur les assurances des entreprises. Un petit mot sur le cabinet Cristal Décision, qui est un cabinet d'optimisation des dépenses des entreprises. Nous proposons un grand nombre de prestations dans un grand nombre de secteurs différents et je vous invite à aller en voir le détail sur notre site cristal-décision.com. Aujourd'hui, c'est le webinaire donc sur les questions d'assurance et de prévention des risques que nous allons structurer en fonction de trois grands axes. Le premier concernera les risques de l'entreprise. Quels sont-ils? Comment les définir? Comment en faire une cartographie correcte? Un second sur la gestion des risques. Les choix à faire, non seulement pour les entreprises, qui ont bien évidemment besoin de gérer leurs risques pour pouvoir obtenir une assurance raisonnable que leur stratégie aura des chances d'aboutir, mais également pour les assureurs. Les assureurs qui ont besoin eux aussi de gérer les risques de leurs entreprises et des assureurs surtout qui vont considérer l'état profil de risque de l'entreprise pour lui proposer des couvertures et des tarifications qui vont lui correspondre. Enfin, comment valoriser la gestion des risques dans la mesure où la gestion des risques a un impact clair sur le choix de couverture fait par l'assureur et sur les propositions commerciales en conséquence que les banquiers et assureurs peuvent faire aux entreprises. La gestion des risques est évidemment un élément clé. Alors, pour commencer sur les risques de l'entreprise, de quoi parle-t-on quand on parle de risque? C'est une notion qui a beaucoup évolué à travers l'histoire. Avant 1945, on parle de risque, on parle aussi d'opportunité. On va généralement partir à l'aventure. On sait que ça comporte des risques. On sait aussi qu'on peut en tirer quelque chose. On ne sait pas exactement ce qui en sortira, mais on sait que le risque doit et peut être pris si l'on veut avoir un retour sur investissement correct. Évidemment, en termes d'assurance, avant 1945, on parle des tout premiers développements, dès le XVIIIe siècle, en Mésopotamie notamment, puis au Moyen-Âge, après quelques innovations dans le monde classique, et au Moyen-Âge surtout se développe le prêt à la grosse, qui est la première assurance transport, et permet de couvrir les risques des investisseurs dans les aventures maritimes commerciales. À partir de 1945, on rentre dans un cycle assez différent. D'abord parce que, évidemment, suite à la reconstruction, suite aux mouvements sociaux qui ont pu émailler le monde occidental entre les deux guerres notamment, on a un besoin réel d'implication de l'État dans la gestion des risques sociaux et dans les assurances, finalement, notamment pour les plus démunis. Alors, on parle notamment des lois de création de la sécurité sociale entre 1944 et 1946, la mise en place de plans quinquennaux, c'est une forme de gestion des risques, même si évidemment ça n'est pas de l'assurance, mais c'est une forme de planification afin de maximiser les avantages comparatifs, de minimiser les risques de pénurie et d'optimiser l'utilité sociale de l'économie en général. À partir des années 80, on a un autre tournant qui finalement va dans le même sens et approfondit la tendance. C'est un mouvement de réalisation que les risques auxquels sont soumises les sociétés modernes sont différents des risques traditionnels qu'on a pu connaître avant notamment l'extraordinaire développement des armements et des technologies entre 1900 et 1945. On assiste au développement de sciences dédiées, la Saint-Denis d'un côté, qui est la science du danger, du direct qui gère le danger, et la riscologie, qui est la science de l'analyse des risques. Évidemment, les deux ont un grand impact sur les méthodologies de gestion des risques. On a également l'apparition d'un ouvrage en sociologie qui a fait des dates, qui s'appelle La Société du risque, en 1986, et dans lequel la thèse de l'auteur, de Rifleck, est que nos sociétés doivent être concentrées sur le risque parce que les enjeux sont tellement importants aujourd'hui qu'on ne peut pas se permettre de ne pas les gérer correctement. Dans son discours, c'est très logique, effectivement le tournant des années 80 vient de ces expériences, on retrouve notamment des considérations sur les catastrophes nucléaires de Three Mile Island en 1979, de Tchernobyl en 1986. Bon, il y en a quelques autres. De là ont découlé les premières obligations réglementaires vraiment
originales, notamment le DU, le document unique, qui doit, pour les entreprises, les obliger à recenser les risques auxquels sont soumis leurs employés. On va commencer à se poser des questions sur la qualité du travail, sur la prévention des risques matériels, même si elle était déjà relativement établie, notamment pour tout ce qui concerne la protection incendie, la protection des biens. Aujourd'hui, on est dans une démarche où la prévention et la protection sont fondamentales et sont ancrées dans les obligations des entreprises. Le principe de précaution et la législation vont concerner plutôt les individus. L'entreprise, elle, doit déterminer son appétit pour le risque et son besoin de gestion des risques en fonction de sa situation, de sa stratégie, de son ADN. Aujourd'hui, on voit donc que la notion de risque est devenue un enjeu réellement stratégique pour les entreprises. Stratégique, non seulement parce que on a des obligations, mais également parce que tout ce qui n'est pas obligé doit néanmoins être considéré. On revient à une approche finalement proche de celle qu'on avait dans un passé relativement lointain, où le risque est la corollaire de l'opportunité économique et en conséquence on ne peut pas dissocier. Les obligations réglementaires, on en a parlé un petit peu, on a parlé des DU, on a parlé des obligations de couverture des risques matériels qui pourraient avoir un impact sur la santé des employés. Ça, pour une entreprise non cotée en bourse, ce sont les seules obligations. Mais évidemment, on a de la part des marchés financiers, de la part des secteurs de l'assurance, des obligations de fait, qui ne sont pas vraiment des obligations réglementaires, mais qui vont permettre une meilleure fluidité d'information et en conséquence être des passages obligés pour toute société qui veut, avec succès, avoir des relations de bonne qualité avec les marchés financiers notamment. On pense par exemple à l'obligation de communication financière fidèle afin de permettre aux investisseurs de prendre leurs décisions avec le maximum d'informations possibles. Et puis pour ce qui concerne les acteurs de l'assurance, évidemment, on l'a déjà dit et on y reviendra un petit peu plus loin, mais les moyens mis en place de réduire l'occurrence du risque, de réduire la sinistralité des entreprises, vont avoir un impact fort sur les conditions de couverture et les prix de couverture que les assureurs vont consentir pour les entreprises. Quand on parle de risque, évidemment, on parle aussi et surtout d'un grand nombre d'événements potentiels, d'un grand nombre de risques qui planent sur l'entreprise. Alors, dans les bonnes pratiques, on y reviendra un petit peu plus loin, mais on peut déjà commencer à dire que la première étape consiste nécessairement à établir une cartographie des risques auxquels l'entreprise est soumise. On présente sur ce slide un exemple d'univers de risque. Mais évidemment, on répartit les risques en famille, en sous-famille. Là, ce qu'on propose, c'est vraiment pour information. Il y a beaucoup d'autres façons de cartographier les risques. Néanmoins, on peut s'apercevoir schématiquement, on va avoir des risques réglementaires qui peuvent être la structure juridique de l'entreprise, évidemment, en fonction de la responsabilité que les dirigeants peuvent avoir vis-à-vis de leur entreprise. On aura des risques supplémentaires ou non en compte. Et puis, toute profession est réglementée et doit respecter un code de déontologie. Alors, pas forcément un code de déontologie formel, mais le code du commerce, le code du travail, vont réglementer quand même un ensemble de pratiques auxquelles les entreprises vont devoir se conformer. De la même façon, pour les risques de responsabilité d'image, les risques matériels et humains, les risques stratégiques, on va avoir un grand nombre d'enjeux particulièrement importants pour l'entreprise. On pense notamment à tout ce qui concerne l'image de marque, qui convient évidemment de détailler en considération avec tout le grand sérieux, mais également tout ce qui peut concerner le capital humain, la maîtrise des systèmes d'information, qui sont aujourd'hui à la fois une grande aide dans le travail de l'entreprise, mais aussi une cause de soucis et interrogations quasiment sans fin. Puis évidemment tout ce qui concerne les questions d'internationalisation, d'acquisition, de fusion. Toutes ces questions vont s'accompagner d'un grand nombre de risques et doivent être prises en compte. Donc on s'aperçoit vraiment que la gestion des risques comporte un ensemble de choix. C'est déjà un choix en soi, d'avoir une gestion des risques ou non. Mais quelle gestion des risques et quelle méthodologie utiliser? On va parler de méthodologie parce qu'on n'a pas aujourd'hui d'obligation claire. On ne va pas avoir
une référence, une liste de shopping, comme on peut en avoir pour le contrôle interne, par exemple, avec un certain nombre de points de passage obligés. Je parle de contrôle interne notamment parce que le premier référentiel que je me suis facilité de présenter est un référentiel de gestion des risques, mais qui s'appuie sur un référentiel ancien que vous connaissez peut-être pour le contrôle interne. COSO, qui évidemment est un comité américain formé dans les années 90, et qui continue d'ailleurs de travailler aujourd'hui, de s'occuper en premier lieu de tout ce qui concerne les contrôles internes, et puis petit à petit, suivant le mouvement d'ailleurs de gestion des risques global, a décidé de produire un référentiel se basant sur les travaux qui ont fait mener notamment en Nouvelle-Zélande et au Canada, un référentiel de gestion des risques global pour l'entreprise. Alors on s'aperçoit qu'il est quand même relativement complexe. On a sur la droite l'intégralité des entités de l'entreprise qui doivent être impliquées, sur le dessus l'intégralité des départements qui doivent être impliqués. Alors, évidemment, stratégie, opération, information financière, conformité, on peut imaginer que tout ça concerne d'un côté le côté stratégique, d'un autre côté tous les opérationnels de l'entreprise, puis information financière et conformité, on est sur du juridique et comptable. En réalité, à partir du moment où on parle d'opération, on inclut absolument l'intégralité des départements d'entreprise. Et puis, on va devoir, dans un premier temps, définir un environnement de contrôle, c'est-à-dire un ensemble de référentiels, un ensemble de politiques, un ensemble de règles que l'entreprise se fixe à elle-même. On va lui définir des objectifs, identifier les événements, c'est la cartographie dont on peut parler, évaluer les risques individuellement, définir des activités de traitement, des activités de contrôle, et puis un cadre d'information et de communication, notamment pour les actionnaires, pour les investisseurs potentiels ou les partenaires commerciaux, puisque il est assez fréquent qu'un sous-traitant, par exemple, ou un donneur d'ordre sur un chantier de construction exige que son référentiel soit traduit également par les autres intervenants. Et puis évidemment des comités de pilotage, tout un système de gouvernance qui permet de faire vivre le système. Alors COSO, c'est pour information parce que aujourd'hui on est passé à un référentiel à la fois plus simple, plus flexible et tout aussi complet, qui est le référentiel ISO 31000. Le référentiel ISO 31000 qui fondamentalement suit relativement la même trame, avec un impact, en tout cas un focus supérieur mis sur des questions de quantification du risque. Alors on commence évidemment là aussi à établir le contexte qui est comprendre l'entreprise, ses habitudes, ses politiques, puis compréhension des risques et de leur impact potentiel. Donc là aussi on commence nécessairement par une identification, donc une cartographie. Puis on passe à une phase d'analyse de chaque risque. Quels sont les événements potentiels de réalisation qui peuvent avoir un impact sur l'entreprise. Et puis, comment les évalue-t-on? Alors évidemment, on a dans ce cas-là plusieurs étapes. On a une première étape d'évaluation du risque brut, qui va être, pour donner un exemple, admettons que nous soyons dans une entreprise de photovoltaïque, on va regarder ce qui se passera si jamais une explosion volcanique qui se sont passées en Islande il y a quelques années empêche les régiments solaires de toucher les panneaux photovoltaïques. Alors évidemment, ça en termes de risque brut, on est sur le risque très grave. Mais il peut y avoir des moyens de mitigation du risque pour en réduire la portée. Alors évidemment, l'exemple que j'ai choisi est un exemple volontairement difficile, puisque comment faire finalement pour se couvrir contre ce risque de catastrophe. Évidemment, dans ce cas-là, on va surtout penser à l'assurance, on va surtout penser à de la maintenance, on va surtout penser à ce type de moyens. Mais il va falloir, dans un deuxième temps, pour l'évaluation des risques, évaluer le risque résiduel, c'est-à-dire ce qui reste du risque une fois qu'on a pris en compte les moyens de traitement déjà en place dans l'entreprise. Évidemment, une fois qu'on a fait ce travail-là, on va définir une stratégie de traitement ultérieur des risques, donc améliorer encore les moyens en place pour traiter ces risques. Et on a généralement 3 grandes stratégies qui vont être le refus du départ. Par exemple, considérer que telle activité peut avoir un impact négatif tel que l'entreprise ne supporterait pas, et en conséquence, on décide de ne pas faire de cette activité une activité phare pour l'entreprise, tout simplement de ne pas y aller.
l'entreprise peut faire face aux risques en question et aux conséquences financières, et qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller au-delà. On peut simplement traiter en interne. Et puis le transfert, qui consiste évidemment à transférer les risques en question, on y reviendra un petit peu. On aboutit ensuite à une stratégie de financement qui doit prendre en compte le coût total du risque pour l'entreprise. Et on établit là aussi tout un système de gouvernance qui permet le suivi et l'apprentissage. Évidemment, à chaque étape, communication et consultation avec l'intégralité des parties prenantes à l'entreprise, interne et parfois externe d'ailleurs, est absolument fondamentale. Alors, quelle stratégie de traitement et de financement des risques peut-on adopter? On vient d'en parler un petit peu pour tout ce qui concerne le refus et l'évitement. Je pense que c'est assez clair. Une activité peut avoir un impact, on estime acceptable pour l'entreprise, on sort cette activité du scope de l'entreprise et c'est évidemment une orientation stratégique forte en soi. De la même façon, plus exactement à l'opposé, pour l'intention et l'acceptation, on va décider de conserver en interne les moyens de traitement du risque. On peut avoir sur le plan financier ce qui concerne les rétentions organisées, des provisions, de l'assurance en général. Et évidemment, quand on parle de rétention, on ne parle pas uniquement de financement, on va parler également de toutes les activités qu'on peut avoir en interne. On met en place des systèmes de contrôle interne qui sont comme avec des plans d'audit qui vont être très détaillés, qui vont être particulièrement, qui vont avoir un focus particulier sur ce type d'activité qu'on aura décidé d'accepter sans transfert, seront des options évidemment qu'on utilisera. Et puis en ce qui concerne le transfert, comme j'en parlais sur le slide précédent, nous avons 3 grands transferts. Le transfert contractuel, qui consiste tout simplement à déléguer un risque à un contractant. Le transfert au marché financier, qui peut être évidemment par investissement, on peut imaginer un crédit de swap par exemple, qui permet de gérer un risque en transfert au marché financier. Et puis le transfert assurantiel, qui évidemment est le transfert le plus développé, qui consiste tout simplement à contracter une police d'assurance de façon à recevoir de l'assureur un paiement au cas de survenue d'un sinistre. Donc la mise en place d'une stratégie de traitement et de financement des risques est un vrai choix structurant pour l'entreprise, puisque va délimiter le périmètre des activités de l'entreprise, va délimiter les moyens mis en place pour gérer les risques d'entreprise. Alors, on va parler de la stratégie de financement un peu plus en détail. On va généralement modéliser les risques selon 2 grands axes. L'axe de la fréquence de la réalisation des risques et puis l'axe de la gravité de la réalisation des risques. Évidemment, en termes de... Il y a des risques qu'il convient d'éviter quoi qu'il arrive. Ça va être les risques qui sont à forte fréquence et à forte gravité. Ceux-là, on sait qu'ils vont arriver régulièrement, et on sait qu'à chaque fois qu'ils arrivent, ils vont coûter très cher. Donc, ça ne sert à rien, un assureur fera payer très cher, il mieux vaut les éviter. Évidemment, on va pouvoir agir sur la fréquence et la gravité. D'un côté, par des moyens de prévention, on agira sur les causes et on va essayer de réduire la fréquence des pertes. Par exemple, ça va être dans le cadre de sinistres automobiles à répétition pour une entreprise, par exemple, on va créer des sessions de formation ou des sessions d'entraînement de récupération pour imaginer tout un tas de systèmes. En termes de gravité, on va parler plutôt de protection. Ça va s'agir d'une action sur les conséquences et qui va viser à réduire la gravité des pertes. Dans ce cas-là, par exemple, il s'agira de mettre des robinets d'incendie armés dans une usine pour s'assurer que c'est pas l'intégralité de l'usine qui va brûler en cas d'incendie, mais une petite partie et l'incendie en question pourra être maîtrisé assez rapidement. Voilà, donc on a vraiment 2 très grands moyens, prévention et protection. À noter quand même que lorsqu'un assureur parle de prévention, en général, il va parler des 2 en même temps. Il est totalement conscient de la distinction entre les 2. Simplement, ça va parler de prévention pour désigner l'intégralité de ces actions. En termes de modélisation sur les méthodes à mettre en place, évidemment, alors, pour ce qui concerne la fréquence basse et la gravité basse, ce sont des risques qu'on va très bien connaître. En conséquence, on va pouvoir prévoir à l'avance ce déroulé, autant les conserver en contexte d'exploitation ou en provision.
cela va permettre finalement une maîtrise correcte. À noter à ce stade-là que le financement du risque va être impacté avant tout par des doutes sur l'homogénéité des risques. C'est-à-dire que c'est l'incertitude sur la survenance d'un risque, sur son coût, qui va finalement avoir un impact négatif fort sur les comptes de l'entreprise. Si on connaît les risques, si on connaît leur impact, on peut les maîtriser assez facilement. L'incertitude, elle, par contre, il convient de la lisser. L'incertitude, généralement, va être la première raison pour laquelle on fait appel à l'assurance. On fait appel à l'assurance pour des risques qui ont une fréquence quand même relativement élevée, même si ça n'arrive pas à ça tous les jours, mais qui ont une gravité qui va être de nature telle que, moyennant un peu un facteur d'incertitude à déterminer, l'entreprise ne va pas forcément avoir les fonds nécessaires à intervenir. Plus exactement, on va préférer utiliser ces fonds pour des actions stratégiques que pour la protection des actifs, qui, elles, encore une fois, les besoins sont incertains. On va parler à ce moment-là d'auto-assurance, d'assurance, de réassurance. Alors la réassurance, c'est un petit peu particulier, on en parle un petit peu pour mémoire. Évidemment, l'assureur, lui aussi, s'assure auprès d'un réassureur. Et on peut, en tant qu'entreprise, dans certains cas particuliers, avoir accès au marché de l'assurance, qui peut profiter de l'effet de domino, notamment dans la création de captives, dans ce cas-là. Alors, évidemment, ce sont des moyens de transfert de risques alternatifs un peu sophistiqués, on parle plutôt pour référence, tout comme en parlant pour référence des financements alternatifs que peuvent constituer la titrisation dans l'assurance, etc. Aujourd'hui, on va vraiment plutôt parler d'assurance. Il faut savoir que la réassurance et les financements alternatifs existent, ils peuvent permettre de couvrir les risques, soit très particuliers et qu'on ne trouve pas, pour lesquels on ne trouve pas de solution toute faite sur le marché, soit des risques mal maîtrisés, pour lesquels on ne trouve pas d'appétit sur le marché de l'assurance. Justement, l'appétit des assureurs, on va en parler, comment les assureurs font-ils leur choix en fonction de la gestion des risques des entreprises et des risques des entreprises en général. L'assureur va commencer par définir une stratégie de souscription. Il va se demander quel type de risque et de quelle qualité convient pour lui d'obtenir, de couvrir. Évidemment, un assureur va avoir ses secteurs d'activité préférés, non seulement parce qu'il y aura la connaissance technique, mais éventuellement aussi parce que ces secteurs d'activité-là représentent un type de risque qui est plus facilement maîtrisé. On pense par exemple à la flotte auto. Alors, la flotte auto, c'est un secteur d'activité sur lequel tout le monde est, ce n'est pas le secteur d'activité sur lequel on gagne de l'argent, mais tous les assureurs vont proposer des solutions flotte auto pour les entreprises ou des solutions RC auto d'ailleurs pour les particuliers, tout simplement pour créer du volume. C'est une action commerciale finalement qui permet d'avoir un portefeuille et on pourra s'assurer à l'avenir. Voilà, c'est un cas un peu particulier, mais évidemment, vous aurez des assureurs qui vont être spécialisés sur la protection des animaux de compagnie, sur la couverture des risques de construction. On peut tout imaginer, on en a de tout type. Les très grands assureurs font un petit peu de tout, les très grands portiers aussi, et puis actuellement, on aura des spécialistes sur certains points qui peut être intéressant de consulter à ce titre. La classe d'assurance impactée, alors évidemment on parle d'une classe d'assurance parce qu'on fait une distinction entre vie et non-vie d'un côté, et puis au sein de la classe non-vie, on va avoir tout ce qui va concerner le dommage, la responsabilité civile, etc. Et tous les assureurs, là aussi, ne font pas de tout, ne proposent pas des solutions pour tous les risques. Donc ça, c'est le premier critère d'évaluation et de définition de la stratégie de souscription qui concerne la nature du risque. On a un deuxième critère qui est l'évaluation de la qualité du risque. On est là aussi sur les fréquences de gravité, mais évidemment, on est plutôt sur d'un côté la fréquence observée et de l'autre côté une gravité qui est potentielle. On a une gravité observée, puisqu'évidemment, quand vous souscrivez une police d'assurance, on va vous demander des statistiques de sinistralité de la police sur 3 à 5 ans, voire plus. On a forcément à la fois une fréquence et une gravité. Mais on va prendre en compte la gravité potentielle également parce que le risque catastrophe, le risque le plus élevé, le risque absolu, est un risque qui va arriver très rarement. Ce sera toujours une combinaison de facteurs qui
et la réalisation du risque. Et on n'aura pas forcément mention de cette gravité potentielle dans la sinistralité effectivement observée. On va définir le sinistre maximum possible, qui va également, pour l'assureur, constituer les limites de cet engagement, ou en tout cas les limites potentielles de cet engagement dans l'absolu. Évidemment, tout ça sera plus tard mitigé, notamment parce que les polices d'assurance, il y a une limite contractuelle d'habilité dans laquelle l'assureur n'est pas engagé, sauf la responsabilité civile, évidemment. Mais il est important, en toute hypothèse, de s'interroger et d'établir ce que ce sinistre maximum possible peut être. Donc, comme on voit, l'engagement de l'assureur dépend de la stratégie de souscription adoptée, et la stratégie de souscription adoptée dépend de la connaissance du marché et des risques des entreprises. Alors, évidemment, une fois qu'on connaît la stratégie de souscription de l'entreprise, on va savoir également comment l'entreprise va tarifer. L'entreprise va tarifer en fonction d'une assiette de tarification et d'un taux. L'assiette de tarification est fonction uniquement de la situation d'entreprise, de la valeur de ses biens, de la valeur de son chiffre d'affaires, en fonction évidemment de la classe d'entreprise dont on parle. Et ça, c'est quelque chose sur lequel l'assureur finalement a relativement peu de prise. Par contre, le taux de prime, lui, va être calculé en général en fonction de plusieurs éléments. Alors, évidemment, on a d'abord un taux de prime brut qui va être le taux de prime appliqué par défaut sur un certain marché à certains types d'entreprises. Et puis, évidemment, on va prendre en compte les moyens de prévention et les moyens de protection qui sont mis en place. Pour donner un petit exemple, si vous installez dans une usine des extincteurs, par exemple, ou si vous êtes absolument sûr d'avoir gardé au moins 10 mètres entre deux bâtiments de façon à ce que la communication d'un incendie ne puisse pas se faire, en tout cas ne puisse pas se faire aussi facilement. L'assureur a une grille, vous appliquera une décote ou une surcote, c'est un petit peu comme un système de bonus-malus. Dans le cas des extincteurs, on est généralement sur une décote de 3%. Encore une fois, la grille comporte suffisamment d'entrées pour que chaque entrée nous permette une décote finalement relativement limitée, mais l'ajout des décotes a quand même un impact très significatif. Et puis donc, entre l'assiette de tarification et le taux de prime, on arrive au taux d'assurance. Et il est très clair que l'assurance est fortement impactée par la prévention et la protection de cette place, puisque c'est vraiment le taux de prime qui va faire la différence. C'est le taux de prime qui sera différent entre deux assureurs qui vont à chaque fois utiliser la même assiette dans la couverture. De leur côté, en interne, évidemment, les assureurs ont aussi des obligations en termes de gestion des risques qui ne sont pas totalement anonymes pour les entreprises. La nouvelle directive se va limiter 2, plus totalement aussi nouvelle qu'elle a été, puisqu'elle a été appliquée en 2009, renforce les exigences de fonds propres pour les assureurs. Alors, il faut quand même savoir que cette limité 2 est une directive qui a une vie un petit peu particulière, parce qu'elle était censée entrer en vigueur au 1er janvier 2012, et depuis le 1er janvier 2012, son entrée en vigueur est repoussée d'année en année. On est aujourd'hui à imaginer une entrée en vigueur en 2016, mais peut-être qu'il y aura-t-il encore report. Il faut quand même comprendre que ces reports ont un intérêt aussi, parce qu'il s'agit de bien adapter la directive et l'application des directives aux réalités du marché. Les réalités du marché sont changeantes, il convient de prendre en compte la situation des petites entreprises d'assurance comme des grandes. Donc, on est vraiment sur des délais qui ont un sens. En pratique, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour les assureurs? Ça va vouloir dire que les assureurs ont un intérêt à souscrire des risques mieux maîtrisés, puisque les fonds propres qu'ils vont devoir avoir vont être déterminés en fonction des engagements des assureurs. Et évidemment, les engagements des assureurs vont être en fonction non seulement de l'assiette, mais également du type de risque qu'ils auront souscrit. Donc, un risque mieux maîtrisé aura besoin de moins de fonds propres en regard. C'est un peu schématique, mais fondamentalement, c'est à ça que ça. Et en conséquence, les assureurs sont souvent prêts à financer en amont les actions de prévention. Non seulement parce que ça leur permet de démontrer aux régulateurs que les risques en question sont maîtrisés, et en conséquence que les obligations de fonds propres peuvent être revues à la baisse, et puis
puis d'un côté, évidemment, pour fidéliser les clients, c'est une action commerciale, on investit dans la situation réelle. Voilà, donc on voit bien que la gestion des risques, à partir du moment où elle a un impact aussi sur le fonctionnement interne de l'entreprise d'assurance, qui va assurer l'entreprise qui fait un service, peut être valorisée de plusieurs façons. Alors, on parle en premier d'une valorisation financière, notamment, on en a parlé, pour mieux négocier le taux de prime. Par exemple, un de nos clients, très récemment, était sur une prime en responsabilité civile qui était très élevée. Et puis, faisant valoir que tout un tas de moyens de prévention avaient été mis en place en interne, l'assureur a accepté de baisser le taux de prime. De la même façon, en ce qui concerne l'attirance d'investisseurs et de partenaires, on peut parler par exemple d'un client qui a cherché à réussir une introduction en bourse il n'y a pas très longtemps, et qui, pour réussir une introduction en bourse, a déployé des systèmes de contrôle interne qui lui permettaient, et lui permettent encore, d'avoir une communication financière de qualité, et donc de rassurer les investisseurs sur ce plan-là. Ça crée de la confiance, et nécessairement l'investisseur aura plus de raisons et d'appétit pour mettre son argent dans cette entreprise-là. On a également une valorisation sociale qui est potentielle. Alors là, c'est une valorisation évidemment qui n'est pas liée à l'assurance directement, mais qui va avoir un impact sur l'atmosphère de l'entreprise, puisque une bonne gestion des risques peut être un élément de rémunération, très indirectement. Essentiellement, si vous pouvez prouver à vos employés que par rapport à vos concurrents, ils ont 3% de chance en moins de passer 15 jours avec vos jambes en plâtre et en conséquence qu'il n'y aura pas de jour de carence pour eux, ça peut être considéré comme un élément de rémunération. De toute façon, c'est un élément de fidélisation des collaborateurs puisque une bonne gestion des risques permet de montrer que l'entreprise s'intéresse, connaît ses risques et est sérieuse dans la protection et la prévention de ses actifs matériels comme humains. Et enfin, on peut améliorer également les relations avec les institutions représentatives du personnel, puisque c'est leur but à elles de s'assurer que les salariés sont bien traités. À partir du moment où les risques auxquels les salariés sont soumis sont gérés correctement dans l'entreprise, nécessairement, les IRP verront ça très bien. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Nous allons maintenant prendre quelques questions. Et, première question, on nous parle de l'ANI et de ses impacts potentiels sur la gestion des risques. Alors effectivement, l'ANI, donc l'accord national interbranche, qui va entrer en vigueur au 1er janvier 2016, fait aux entreprises non pas forcément tout un tas d'obligations nouvelles, mais qui sont des obligations évidemment négociées et nécessaires. Quel impact est-ce que ça va avoir sur la gestion des risques? Alors évidemment, ça aura un impact, non seulement sur la gestion des risques internes à l'entreprise, mais également sur les coûts d'assurance. Dans le cadre de l'ANI, évidemment, on doit revoir les niveaux de couverture et en conséquence, on doit revoir l'implication de l'entreprise dans la santé et la prévoyance de ses employés. Donc, d'un côté, une valorisation sociale qui va être nécessaire, un dialogue social qui est nécessaire. Et puis, d'un autre côté, de nouvelles polices avec une tarification qui sera nécessairement différente, qui l'a déjà été, puisque pour beaucoup d'entreprises, celles en tout cas qui ont essayé d'anticiper le passage à l'ANI, on a connu déjà une hausse de tarifs entre 3 et 7% à partir de juin 2015, notamment pour préparer l'impact de la portabilité qui a été accrue. On va donc avoir une opportunité réelle de renégocier les polices d'assurance suite à l'ANI, renégocier le contenu des polices, mais également le coût des polices. De ce point de vue-là, c'est aussi une opportunité de commencer à négocier au vu des moyens de gestion des risques qui ont été mis en place, au vu de moyens d'amélioration de la qualité de vie au travail, par exemple, de moyens de
prévention pour réduire l'occurrence d'accidents du travail et professionnels, et en général, tous les moyens déployés peuvent avoir un impact sur la santé des employés. Nous avons une deuxième question sur les bonnes pratiques en termes de valorisation de la prévention des risques. Alors, sans rentrer dans trop de détails techniques, les bonnes pratiques concernent surtout une capacité de négociation, d'un côté avec le courtier, puisque c'est le courtier qui est votre partenaire direct, mais également avec l'assureur. Généralement, il s'agira surtout d'être très clair sur les moyens de gestion des risques qui sont mis en place, les moyens de prévention qui sont mis en place, et d'être très clair aussi sur l'impact que ceci pourrait avoir sur le compte de résultat des polices. Les mentions de police, on parle d'un rapport sinistre à prime. Le rapport sinistre à prime est clairement impacté par la gestion des risques. Et tout comme les assureurs ont mentionné précédemment, des grilles qui permettent d'ajuster la tarification en fonction des moyens de gestion des risques en place. De la même façon, il convient du côté de l'assuré d'avoir un discours clair et précis sur l'impact que la bonne gestion des risques dans l'entreprise doit avoir sur le compte de résultat de la police, soit sur le passé, soit sur l'avenir, et c'est un moyen clair de négociation des tarifs. Alors, je crois que nous n'avons plus de questions pour le moment. Je vous remercie donc pour votre attention. Je vous invite à retrouver ce webinaire sur notre site et à nous contacter dans le cas où vous souhaiteriez aller plus avant sur ces